Un constat net, pas de blocage complet ni de mise à l'arrêt du pays, mais un mouvement du 10 septembre hier qui a tout de même rassemblé entre 200 et 250 000 personnes partout en France, porté entre autres par la colère contre le pouvoir exécutif. Ce mouvement, difficile à analyser, nébuleux dans sa forme, construit à l'origine à distance des partis et des syndicats, pose la question du pouvoir de la rue. Quel est-il vraiment après Nuit debout, les Gilets jaunes, le mouvement contre les retraites en 2023, les mobilisations environnementales multiples contre des projets locaux? La rue peut-elle encore imposer son rapport de force, obtenir des transformations de la politique publique? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir. Antoine Fouché, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Quintet, essayiste, auteur de Sortir du travail qui ne paie plus, un livre qui a paru aux éditions de l'Aube. Vous êtes par ailleurs l'ex-directeur de cabinet de Muriel Pénicaud alors qu'elle était ministre du Travail. Face à vous, Sylvain Boulouc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien spécialiste des mouvements sociaux et enseignant-chercheur à l'université de Reims. On vous doit Meurtre à la Grange Jaubel quand les communistes flinguaient les anarchistes, un livre qui a paru aux éditions du Cerf et qui date de janvier dernier. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Un mouvement veut dire que des revendications durent dans le temps, veut dire qu'un horizon se dessine. Non, c'était une manifestation, une expression momentanée d'un état d'esprit, d'une humeur. Voilà, on peut dire que ce sont les humeurs politiques qui s'expriment parfois dans les manifestations, mais que derrière les humeurs, s'il y a des humeurs, c'est qu'il y a des problèmes de fond et qu'on n'arrive pas forcément toujours à analyser, à déceler. C'est pour ça que ce qui a été central dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que pour le coup, c'était un mouvement, c'était toute une France invisible qui est ressortie, c'est aussi une leçon qu'ont reçu les chercheurs en sciences sociales, de montrer qu'il ne s'agissait pas simplement de faire les analyses de catégories socio-professionnelles classiques, mais qu'il y avait des façons d'appréhender la question sociale, les questions sociales, qui devaient être renouvelées. La voix de l'historien Pierre Rosanvallon, il était l'invité ce matin, dès matin, de France Culture, de Guillaume Erner. Est-ce que vous êtes d'accord, Antoine Fouché, lorsque Pierre Rosanvallon explique qu'il s'agissait, ce mouvement d'hier, de l'expression d'une humeur passagère, d'une humeur de fond? Comment est-ce que vous analysez vous-même ce mouvement ? Alors, il me semble que humeur, c'est un petit peu en deçà de la réalité et que peut-être que mouvement social, c'est un peu trop tôt pour le dire parce qu'on attend la suite, mais mouvement social serait peut-être au-delà de la réalité. Donc, quelque chose entre une humeur et un mouvement social. Qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est que quand il y a 200 à 250 000 personnes dans la rue, vous l'avez rappelé en introduction, c'est le même quantum, le même ordre de grandeur que pour les Gilets jaunes. Et au moment des Gilets jaunes, je pense qu'on ne pouvait pas parler d'humeur. Il y a eu des effets très concrets comme le déblocage de la prime d'activité de plusieurs milliards d'euros qui a changé la vie de millions de personnes. Donc, c'est ça qui permet... Mais les Gilets jaunes, ça a duré quand même dans le temps. Les Gilets jaunes, ça a duré. C'est pour ça que c'est peut-être trop tôt pour le dire. Il y a quand même la journée du 18 septembre. Maintenant, qui arrive la semaine prochaine. Donc, on y reviendra, mais qui n'est pas tout à fait du même ordre non plus. Non. Mais comment les deux vont s'articuler? Est-ce qu'après le 18 septembre, il y aura quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y aura une suite au 10 septembre? Me semble-t-il, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais ce qui permet de se demander si humeur, c'est pas un peu en deçà de la réalité, c'est encore une fois la répartition territoriale de les personnes. Il y avait quand même des gens dans toute la France et 200 à 250 000 personnes, c'est pas tous les jours qu'on arrive à réunir ça. Après, mouvement social, c'est peut-être trop, même si c'est un peu tôt, c'est peut-être faire trop d'honneur au mouvement, en tout cas à ce stade, parce que, comme le rappelait Pierre Rosanvallon ce matin, dans un mouvement social, quand même, en général, il y a des revendications structurées, parfois un programme, notamment quand c'est encadré par des organisations syndicales. Et derrière, il y a éventuellement, quand ça fonctionne, soit des projets de loi qui sont retirés, soit une négociation avec le gouvernement qui débouche sur des avancées concrètes pour les salariés et l'ensemble des travailleurs. Là, il n'y avait pas, à ma connaissance, de revendications structurées. C'était structuré sur le négatif, vraiment le rejet de quelque chose, mais
il se trouve que François Bayrou était déjà parti, donc il y avait quelque chose qui flottait un peu en l'air, et surtout des revendications positives, me semble-t-il. En tout cas, elles n'étaient pas structurées, portées de façon à ce qu'un dialogue puisse s'engager avec le gouvernement pour le traduire en avancées concrètes pour les salariés. Donc voilà pourquoi je dirais entre humeur et mouvement social à ce stade. Sylvain Bouloux, vous êtes aussi dans l'entre-deux, entre l'humeur et entre le mouvement social, ou vous prenez parti entre les deux ? Alors je dirais que c'est à la fois un mouvement politique, puisque quand même il y a toute une partie des gens qui ont manifesté, qui manifestaient leur hostilité au président de la République, à l'actuel, futur gouvernement. C'est en même temps un mouvement social parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient en grève. Alors certes, c'était pas la majorité des gens qui ont manifesté, mais il y avait quand même un certain nombre de personnes qui ont fait grève, donc qui ont perdu des journées de salaire, etc., etc. Et c'est effectivement un mouvement de colère. Après, mouvement de colère, quand on regarde la sociologie un peu des manifestants hier, alors, c'est pas Nuit debout du tout. Par contre, le profil sociologique d'un certain nombre de personnes qui ont participé à ce mouvement ressemble au profil sociologique des gens qui ont participé à Nuit debout, toute proportion gardée, puisqu'on n'était pas dans les mêmes, dans les mêmes logiques. Nuit debout, plus que Gilets jaunes, on a beaucoup comparé ce mouvement aux Gilets jaunes, justement, en prétendant que c'était peut-être l'acte 2. Non, alors... c'est les formes de mobilisation et l'origine qui explique qu'on est comparé aux Gilets jaunes, dans la mesure où, comme pour les Gilets jaunes, la majorité du mouvement des Gilets jaunes initialement était quand même plutôt à droite de l'échiquier politique, pour basculer à gauche par la suite. Mais au départ, il était quand même marqué à droite. Il y avait un certain nombre de cadres du Rassemblement national. Laurent Wauquiez lui-même avait un gilet jaune. Là, on n'était pas du tout dans la même configuration, même si, initialement, le premier bloc Ontout venait de l'extrême droite non parlementaire. Alors, il faut bien insister sur cette nuance. C'est des sites qui ne sont pas en lien direct avec le Rassemblement national, donc c'est pour ça que je dis extrême droite non parlementaire, qui a appelé à tout bloquer. Et il y a eu un mouvement de bascule qui s'est opéré au moment où François Bayrou a fait ses annonces à la mi-juillet. Et là, il y a eu un inversement, une inversion des tendances sur Internet y compris. Et le bloc Ontout est devenu un appel qui a été massivement relayé par les formations de gauche, de la gauche radicale, de la gauche extrême, de l'ultra-gauche. Enfin, je ne vais pas rentrer dans toutes les spécificités. Mais c'est quand même pas la sociologie de Nuit debout qu'on a observé hier. C'était Nuit debout, c'était quand même beaucoup plus urbain, parisien et intellectuel précaire, comme on dit. Alors, ça dépend où. C'est-à-dire, quand on regarde les grands centres urbains, on retrouvait à peu près les mêmes caractéristiques, avec des lycéens, des étudiants, plutôt... Après, quand on était effectivement dans la France plus périphérique ou la France rurale, là, on n'était pas sur des caractéristiques de Nuit debout, mais on était quand même sur des caractéristiques plutôt de formation politique ou d'organisation associative, plutôt à gauche de l'échiquier politique, ou, si on prend un autre exemple, la Confédération paysanne, qui est quand même plutôt marquée à gauche de l'échiquier politique. Antoine Fouché, j'ai été, je le rappelle, directeur de cabinet de la ministre du Travail. Comment, lorsqu'on est, au pouvoir, comment est-ce que l'on accueille un mouvement comme celui-ci, et plus exactement, comment est-ce qu'on entre en dialogue avec des mouvements de ce type qui, je le rappelle, ne sont pas structurés originellement par des syndicats, par des partis. Voilà, comment simplement on tente d'entrer en négociation. En 2018, je pense que si on est honnête... Parler des Gilets jaunes. Oui, en 2018, des Gilets jaunes, pardon. Si on est honnête, qu'on prend du recul et avec le temps, je pense qu'on peut dire que au niveau du gouvernement, peut-être du ministère du Travail, en tout cas, mais je pense plus largement du gouvernement... comme les sociologues et peut-être la majorité des chercheurs, en tout cas c'est ce que suggérait Pierre Rosanvallon ce matin, on a été pris au dépourvu. C'est-à-dire qu'on a vu arriver dans l'espace politique et social français quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est-à-dire une mobilisation ou qu'on n'avait jamais vu depuis longtemps, en tout cas une mobilisation qui dépassait les syndicats, qui était vraiment caractéristique, alors maintenant on le dit avec du recul, mais vraiment caractéristique de la société des individus telle que l'a décrit Marcel Gauchet, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas de chef, qui considèrent que dès qu'il y a une organisation, il y a une tentative de captation du pouvoir, et donc il ne faut pas d'organisation, pas de hiérarchie. Et ça, vous l'avez retrouvé hier, par exemple, dans le mouvement il me semble qu'on est entré, de toute façon, depuis les Gilets jaunes, on est entré, me semble-t-il, dans une nouvelle époque, pas simplement au niveau national.
ou plutôt, pour le dire autrement, la société des individus commence à arriver dans les mouvements sociaux, ce qui veut dire que c'est de plus en plus difficile, mais on en reparlera sans doute après, pour les organisations syndicales de structurer ça. La méfiance qu'il y a des individus envers les partis politiques, on la retrouve aussi envers les organisations syndicales. C'est une méfiance vis-à-vis de tout ce qui est hiérarchisé, collectif, un peu organisé. Et on le voit pas simplement au niveau national, on le voit dans les entreprises. Dans toutes les grandes entreprises, c'est un peu tabou de le dire comme ça, même si certaines ne le cachent plus, mais dans toutes les grandes entreprises de France, il y a des collectifs salariés. Il n'y en a pas qu'à la SNCF, que tout le monde a vu avec les contrôleurs l'année dernière au mouvement de Noël, parce que, comme il y a eu une perturbation, c'est les plus visibles. Mais il y en a dans toutes les grandes entreprises, des collectifs qui naissent de la méfiance de tout ce qui est structuré, hiérarchique, collectif, et qui ne respecte pas une forme d'autonomie individuelle. Mais donc, Antoine Fouché, dans ce cadre-là, comment est-ce que vous entrez en contact avec un mouvement comme celui-ci ? On n'entre pas en contact. En tout cas, parce que par définition, en tout cas, à cette époque-là, l'échange, il était indirect via les organisations syndicales, off et pas on, et les organisations syndicales, en réalité, n'avaient pas tellement plus de prise sur ce mouvement et de dialogue et de capacité d'influence du mouvement des Gilets jaunes que le gouvernement. Et c'est pour ça que la manière dont ça s'est terminé, c'est deux choses, me semble-t-il. C'est une montée des violences qui a renversé l'opinion, et donc du coup un affaiblissement en fait du mouvement, et quand même l'intervention du président de la République qui lâche sur la CSG des retraités et qui lâche sur une augmentation de 100 € du SMIC via la prime d'activité, qui fait quand même que la pression retombe, parce que la réponse immédiate au pouvoir d'achat est apportée par le pouvoir politique. Mais ça a été tout sauf une négociation comme ça a eu lieu en 36, comme ça a eu lieu en 68, comme ça a eu lieu en 95, même si ça n'a pas marché, etc., etc. Donc c'était vraiment, là pour le coup, un assemblage d'individus isolés mais forts parce que nombreux vis-à-vis du pouvoir politique. Sylvain Boulouc, est-ce qu'il vous semble que ces mouvements-là, je pense notamment aux Gilets jaunes, au mouvement du 10 septembre qui s'est déplié hier, est-ce que ces mouvements-là perdent en pouvoir du fait de l'absence de structuration syndicale? Alors, il y a deux choses. En fait, il y a aussi l'autre aspect, c'est qu'on est de plus en plus, alors c'est paradoxal parce qu'on a de plus en plus une tentation de la verticalité du pouvoir, mais les modes de communication sont de plus en plus horizontaux via les réseaux sociaux, via tous les nouveaux moyens de communication. Comme c'est horizontal, il est beaucoup plus difficile de trouver un interlocuteur parce que chacun peut donner son avis et il n'y a plus de consensus réel qui se dégage. Donc, un consensus, dans le temps, quand vous aviez une assemblée syndicale, une assemblée générale syndicale, vous aviez à la fin un consensus ou au moins un accord minimal qui pouvait se dégager entre tous les salariés. Et une majorité, disons au moins. Soit une majorité, soit le délégué syndical qui arrivait quand même s'il se faisait particulièrement rabroué à la sortie, il arrivait toujours à trouver un accord. Là, c'est effectivement beaucoup plus compliqué parce que comment faire pour négocier dans ces conditions-là? Puis il y a le deuxième aspect, c'est que les organisations syndicales au niveau nationales, donc les grandes confédérations sont quand même en perte de vitesse et qu'elles ont des difficultés à même négocier avec le pouvoir. Enfin, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une décrédibilisation, au moins au niveau national, des organisations syndicales et une perte d'influence qui en plus est liée au fait qu'on a refusé, enfin que le pouvoir a refusé ou tenait un discours en montrant son hostilité aux corps intermédiaires pendant un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années. Donc, le phénomène, il est compliqué dans les deux sens. C'est un peu comme... et peut légitimer, après ce qu'on a vu au moment des Gilets jaunes, pour certains, le désespoir et donc la violence. Est-ce que vous êtes d'accord, Antoine Fouché, avec cet argument? Même les négociations entre les syndicats et l'État, on pense par exemple à la mobilisation contre la réforme des retraites en 2023, même ces négociations-là sont, j'allais dire, de moins en moins fortes parce que la légitimité des syndicats semble s'effriter. Vous hésitez dans votre réponse. Je réfléchis parce que me semble-t-il la réponse est pas simple, mais je voudrais pas faire de l'eau tiède non plus. Si on fait un peu d'histoire très rapidement, le dernier mouvement social qui a réussi au sens qui a débouché, qui a fait plier l'exécutif, c'est 95.
avec la réforme des régimes spéciaux qui est abandonnée. C'est pas le CPE. 2006, c'est pas un mouvement social Si, CPE, vous avez raison. CPE, c'était les organisations syndicales étaient là, il y avait les étudiants, mais c'était plus mixte, c'était moins quelque chose de préparé, mais on peut le mettre 95-2005. Vous avez raison. Ensuite, après 2005, justement, ou après l'échec du CPE, s'enclenche un cycle qui dure à peu près jusqu'à 2015 et dans lequel le dialogue social produit des résultats pour les salariés et pour les entreprises. On l'a oublié, mais la rupture conventionnelle, maintenant, il y a 500 000 ruptures conventionnelles qui ont été signées l'année dernière pour 16 millions de salariés en CDI dans le pays, donc ça concerne beaucoup de monde. Ça, c'est 2008, vous me l'avez rappelé en introduction. 2008, c'est 2008 et c'est le dialogue social qui les crée. C'est le dialogue social, c'est pas l'État, c'est pas le ministère du Travail, c'est le dialogue social. Même chose en 2013, c'est un accord national, une négociation entre le patronat et les syndicats qui étend la mutuelle, qui rend obligatoire la mutuelle pour tous les salariés de France ou qui, pour le dire assez simplement, sécurise les licenciements collectifs. Ce qui se passe en 2015, c'est qu'il y a une négociation sur le dialogue social qui échoue pour rationaliser le dialogue social dans le pays et qui échoue et qui, en fait, me semble-t-il, nous a fait basculer depuis 2015 dans un cycle d'échec des négociations et échec au sens où qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, ça ne change rien pour les salariés et rien pour les entreprises. Les gens ne voient pas la différence. Les gens ne voient pas la différence. Et donc, c'est là me semble-t-il, après 2015, pour poursuivre l'histoire jusqu'à maintenant, 2017, où il y a une élection d'Emmanuel Macron, où il y a une conviction, qu'on peut discuter, mais que le dialogue social national est arrivé à bout de souffle, qu'il ne produit pas de résultats, et que donc si on veut améliorer la vie des salariés, c'est pas par le dialogue social qu'il faut passer. Et donc il y a 3 réformes qui sont, me semble-t-il, du point de vue des résultats des salariés, pas du respect du dialogue social, mais du résultat pour les salariés et les entreprises. Il y a 3 réformes qui passent. Les ordonnances travail, la réforme de l'apprentissage, à laquelle tous les syndicats, sauf la CFDT, s'opposent. Et cette réforme-là, elle a triplé le nombre d'apprentis dans le pays. Et la création du compte personnel de formation, l'appli qui multiplie par 4 le nombre d'usagers et qui permet aujourd'hui à 1,5 million à 2 millions de salariés de se former sans demander l'autorisation à personne, ni à leur employeur quand ils sont salariés, ni à Pôle emploi, enfin France Travail, quand ils sont demandeurs d'emploi. Et puis, on arrive aux dernières années où même l'action de l'État un peu volontariste qui considère que le dialogue social n'est légitime, pas en tant que tel, mais seulement quand il produit des résultats, même l'action de l'État ne produit pas non plus de résultats. Et c'est, me semble-t-il, et je terminerai par là, la situation dans laquelle on est un peu de sentiment d'impuissance généralisée, où que ce soit l'État ou le gouvernement qui passe un peu en force avec la réforme des retraites, sans créer ni de consensus social, ni résoudre la crise financière des retraites. En fait, en ne faisant pas le boulot, la réforme de 2023, à aucun point de vue, elle ne fait le boulot. Et les partenaires sociaux n'y arrivent pas non plus parce que conclave sur les retraites, ils échouent. Et donc, me semble-t-il, il y a on est maintenant arrivé aussi peut-être à un fin de cycle où ni le dialogue social, ni l'engagement sur les résultats n'arrive à améliorer la vie des salariés et des entreprises. Sylvain Boulouc, je reviens quand même sur 2023, une mobilisation massive dans la rue, structurée par une intersyndicale qui plus est, c'est assez rare pour le dire. Est-ce que là, c'est pas l'illustration du fait que le pouvoir de la rue s'est considérablement amoindri? Oui, depuis, en fait, ce dont on parlait en antenne tout à l'heure, depuis la fameuse phrase de Jean-Pierre Raffarin, c'est pas la rue qui gouverne, il y a quand même une volonté de la part du pouvoir politique de faire passer en force ces réformes. D'une manière générale, en négociant à la marge pour quand même montrer qu'il y a un tout petit peu de grain à moudre, pour reprendre l'expression d'André Bergeron. Après, c'est Raffarin la bascule. C'est quand même un peu Raffarin. En fait, c'est pas forcément Raffarin la bascule, c'est la phrase de Raffarin qui est révélatrice. La tendance. Après, ça renvoie, à mon avis, à un conflit qui est beaucoup plus ancien et qui est un conflit de légitimité dont on pourrait trouver les origines avec la loi Le Chapelier dans la Révolution française, à savoir que vous avez le pouvoir politique qui décide et les corporations. Alors, on peut débattre de la question des corporations après, et les corporations qui sont un obstacle à la légitimité du pouvoir politique et du, entre guillemets, suffrage universel, puisque c'était pas encore exactement ça. Et depuis cette période-là, alors il y a eu effectivement pendant un siècle, à partir de
de la reconnaissance des syndicats et tout le XXe siècle a constitué une phase de construction du dialogue social, mais on est en train de retomber dans ce... Alors, quelque part, pas entièrement, bien sûr, mais on est en train d'essayer de retomber dans ce paradoxe où vous avez un conflit de légitimité réel entre le pouvoir politique qui est armé du suffrage universel et le pouvoir des corporations ou les corporations qui n'ont pas les mêmes modalités de réflexion. Travailler dans une entreprise ou travailler Quand vous dans dites les corporations, pardonnez-moi, c'est qui aujourd'hui ces corporations? Alors, comment elles s'incarnent? Les corporations, ça peut être soit des corporations de services publics, les cheminots, les enseignants, ça peut être... Donc les professionnels, les métiers. Les métiers, oui. Quand je dis corporation, c'est métiers, c'est ce que les fédérations syndicales appelaient les fédérations d'industrie dans le temps. Donc, il y a... alors, c'est plus des corporations au sens ancien du terme, bien sûr, mais il y a vraiment un conflit de légitimité qu'on retrouve, alors qui avait disparu parce que les organisations syndicales étaient relativement fortes et qu'il y avait un nombre de syndiqués qui permettaient de faire pression. Le pays pouvait être paralysé. On a au moins quelques exemples dans l'histoire de France. Là, le pays peut être bloqué partiellement, mais plus paralysé tel que ça a pu l'être auparavant. Et donc, on retrouve finalement quelque chose... Alors, c'est pas... on est parvenu à la Révolution française, je n'ai pas dit ça, mais on retrouve dans l'esprit un conflit de légitimité qui me semble extrêmement fort. Des voix de manifestants qui défilaient hier à Paris, Marseille et Valenciennes. L'idée de cette journée, c'est de coaguler, de rassembler tous ces mécontentements très, très variés, forcément éparpillés. Et le gouvernement fait tout pour nous éparpiller. Donc c'est l'idée de se réunir tout simplement dans des endroits un peu névralgiques. Moi, mon espoir, c'est que ce soit les Gilets jaunes bis, mais voilà, donc que ce soit un mouvement d'ampleur, qu'on puisse se mobiliser toutes les semaines. La grève du jeudi 18, elle est importante, mais ça reste une grève une semaine après. Et je pense que c'est un mode d'action qui a prouvé qu'il ne fonctionnait pas. Malheureusement, les manifestations pacifiques aujourd'hui, c'est plus entendu, quoi. Donc il y a une envie de davantage bloquer, passer peut-être au niveau cran supérieur sans passer au stade de la violence, mais en tout cas des blocages. Je pense que c'est un ras-le-bol général. Je pense aussi c'est pour se redonner de l'espoir et arrêter d'être chacun de notre côté de façon pessimiste aussi, parce qu'il y a beaucoup de pessimisme au niveau de la jeunesse. Ce qui est important, c'est de pouvoir porter les grèves dans les entreprises et bloquer l'économie au niveau des entreprises. Parce que c'est quand même ça qui est quand même bien plus efficace que tout le reste. Si vous voulez, les ronds-points, ça va bien un moment et on a déjà essayé et c'est pas là qu'on bloque réellement l'économie. Cela s'entend dans les propos qui viennent d'être tenus par ces manifestants, ce que vous venez d'expliquer, Sylvain Boulouc. À quel point, Antoine Fouché, cela vous paraît-il si structurant, ce conflit de légitimité entre la légitimité politique d'un côté et la légitimité sociale de l'autre ? Je pense que c'est vraiment le cœur du sujet, ce qu'a juste abordé avant Sylvain Boulouc, et que c'est le cœur du sujet parce que c'est notre contradiction à nous, Français, et qu'en fait, on n'en sort pas, et je vais essayer d'expliquer en 2 minutes pourquoi. On n'en sort pas parce qu'on hérite d'un modèle qui est un modèle politique auquel est associé des valeurs de la Révolution française, qui est que il ne doit rien avoir entre le modèle jacobin, il ne doit rien avoir entre l'État et l'individu, parce que l'État garantit l'égalité entre les individus en permettant, la loi est la même pour tous, en permettant qu'il n'y ait pas de corps intermédiaires entre les deux. Corporations ou corps intermédiaires. C'est la loi qui unifie, c'est l'idéal d'égalité, notamment par le truchement de la loi. Et oui, c'est notre attachement à l'État, c'est aussi un attachement à l'égalité, parce que nous sommes tous égaux devant l'État, et qu'il n'y en a pas certains qui sont plus égaux que d'autres, en fonction de leur position dans la corporation. Et là, on voit que ça touche une fibre française qui vibre très très fort, y compris encore en 2025. Parce que là, si on allait jusqu'au bout de la démocratie sociale et de la légitimité sociale, comme le font par exemple des pays d'Europe du Nord, qu'est-ce qui se passe en Europe du Nord ? C'est pas du tout ce modèle-là de l'État qui s'impose aux individus pour en garantir l'égalité, pour garantir l'égalité entre eux. Je prends des exemples très concrets. Les avantages sociaux, l'accès à l'assurance chômage, l'accès à la mutuelle, elle ne dépend pas de la loi. Elle dépend du fait que vous êtes ou pas adhérent à une organisation syndicale. Si on va au bout de la légitimité sociale, ce qui fait la force des acteurs sociaux, c'est leur nombre d'adhérents. Pour qu'ils aient des adhérents, il faut qu'ils aient des services. Pour qu'ils aient des services, il faut réserver les services aux adhérents. Et c'est comme ça que la démocratie nordique, où les syndicats sont beaucoup plus puissants,
a eu des millions d'adhérents, alors que chez nous, on en est maintenant, alors il y en a eu à un moment donné au lendemain de la guerre, mais on est descendu à 9%, alors qu'ils sont toujours très syndiqués dans les pays d'Europe du Nord. Mais on voit bien qu'on est... La question qui se pose, c'est qu'on considère que l'État seul face aux individus, ça ne fonctionne pas bien, parce qu'on a besoin de représenter les intérêts des individus et les faire dialoguer entre eux, mais on n'est pas prêt non plus à supprimer le fait que l'État ait le dernier mot, parce que si l'État n'a plus le dernier mot, ça veut dire qui a le dernier mot ? Les corporations, pour reprendre le terme de Sylvain Boulouc, c'est-à-dire les organisations syndicales, et donc vos droits, ils ne dépendent plus de la loi ou de l'État, ils dépendent de la CGT, la CFDT, le MEDEF, etc. Et on n'est pas prêt, en fait, nous, Français, à aller jusque-là. Et on est pris dans cette contradiction entre la démocratie sociale et la démocratie politique. On essaye de trouver un équilibre brinque-ballant qui varie selon les années. Sylvain Boulouc, une réaction courte, car j'ai d'autres sujets à aborder. Il y a un dernier point, c'est que le temps de la négociation sociale n'est pas du tout le même que le temps politique et encore moins le même que le temps médiatique. On le voit bien sur les retraites, oui. Donc, à partir de ce moment-là, ça vient complexifier les données. On ne peut pas négocier un accord d'entreprise de la même manière qu'une loi peut être, au moins par son effet d'annonce, décidée. Et avec l'immédiateté l'immédiateté des médias, excusez-moi pour la répétition, on est dans quelque chose qui peut gêner réellement ce qu'on appelle les partenaires sociaux dans les négociations. Sur l'intitulé de ce mouvement, Sylvain Boulouc, Bloquons tout, et sur son mode d'action, le blocage, à quoi ça fait référence ? Pourquoi choisir le blocage plutôt que la manifestation simple ou même un autre mode d'action ? Alors, le blocage... vu où c'est parti, le bloquons tout au départ, on ne savait pas exactement ce que sous-entendaient les premiers appels. Après, à partir du 15 juillet, ça fait quand même référence à un vieux modèle français qui a été développé par la CGT au début du siècle, qui était la grève générale et l'idée d'une grève générale qui pourrait permettre d'arrêter le système économique et de renverser dans un second temps le système capitaliste. Donc ça, c'était le modèle syndicaliste révolutionnaire ou syndicaliste d'action directe qui pouvait exister jusqu'en 1914. Après, c'est substitué à un autre modèle qui est devenu le modèle prôné grosso modo par les bolcheviks et le Parti communiste français. Et depuis quelques années, donc depuis la fin du communisme, c'est quelque chose qui revient. C'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre d'expériences micro-autogestionnaires avec les ZAD. Bon, ça avait existé avant, mais si vous voulez, c'est l'utopie qui n'a pas existé ou qui n'a pas encore fonctionné. Donc, c'est le moyen de revenir, entre guillemets, aux sources, parce que la société a quand même énormément changé entre la naissance de la société industrielle et aujourd'hui. Et c'est un moyen de revenir aux sources et de réactiver cette thématique de la grève générale. Alors, Mélenchon avait repris quelques axes. On a repris quelques aspects, mais c'était réellement un moyen de réactiver un imaginaire, entre guillemets, révolutionnaire chez une partie de la société. C'est pour ça que le mouvement hier représentait quand même un certain nombre de personnes qui sont plutôt très marquées à gauche de l'échiquier politique. Antoine Fouché, pardon de vous ramener toujours à cela, vous étiez directeur de cabinet de la ministre du Travail, mais quand on est au pouvoir comme vous l'avez été, comment est-ce que l'on scrute un mouvement comme celui-ci ? Est-ce qu'on le craint d'abord ? Est-ce qu'on en a peur ? Quel sentiment, j'allais dire, traverse les conseillers du prince et le pouvoir en général dans cette dimension-là ? Alors, il y a avant et après les Gilets jaunes. Post-Gilets jaunes, on fait attention. On se renseigne auprès des renseignements généraux pour savoir quels sont les... Voilà, comment est-ce qu'ils voient les choses, l'intensité, est-ce qu'il y a une infiltration politique ou pas, ou une politisation ou pas, laquelle, dans quel territoire, est-ce que c'est plutôt urbain ou rural, ou partout, quelle est la sociologie des gens qui se mobilisent. Et surtout, ça nous ramène à la question avant, c'est surtout là où c'est vraiment délicat, c'est que de toute façon, si jamais le mouvement prend, on a besoin à un moment donné de dialoguer et d'avoir des interlocuteurs. Et donc l'intérêt du gouvernement, mais comme des gens qui se mobilisent, si à un moment donné ils veulent que la mobilisation débouche sur quelque chose, c'est qu'il y a un dialogue qui se noue et qu'il y ait une négociation ou une discussion qui puisse se faire. Et donc c'est vrai que du côté du pouvoir, mais c'est vrai au niveau national, comme dans une entreprise quand vous avez un collectif salarié. Ce qui s'est passé à la SNCF avec les contrôleurs l'année dernière.
À un moment donné, si on veut s'en sortir par le haut, il faut se parler. Et pour se parler, comme on ne peut pas parler à 200 000 personnes, il faut quand même choisir des gens, il faut des représentants, et il faut être capable de les joindre. Et ce qu'a dit Sylvain Boulouc aussi est très important avant, c'est une négo réussie, c'est une négo en dehors des micros. Est-ce qu'un mouvement syndical, un mouvement structuré par les syndicats fait moins peur ? Non, parce que ça dépend ce qui fait peur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce qui fait que vous considérez que le rapport de force va peut-être vous obliger à changer votre position, c'est la quantité de la mobilisation. Ça, à la fin, c'est vraiment le fait, combien il y a de gens dans la rue et est-ce qu'ils sont partout en France ? Voilà, c'est ça qui fait que ça marche ou ça marche pas. Et c'est pour ça que moi j'aurais une petite nuance par rapport à la mobilisation des syndicats en 2023 sur le fait de considérer que c'est un échec. Je n'en suis pas sûr. Parce que si je compare entre la mobilisation des syndicats sur la réforme des retraites de 2010 versus celle de 2023, en 2010, il y a pas mal de gens qui se mobilisent, mais même le Parti socialiste qui gagne l'élection en 2012 dit on ne reviendra pas sur les 62 ans. On fera des aménagements, mais on ne reviendra pas sur les 62 ans. Là, la mobilisation en 2023... d'ailleurs, de 2014 ne revient pas sur les 62 ans. Exactement. 2023, c'est encore, y compris le Premier ministre lui-même ce matin, qui dit, attendez, on va rediscuter de cette réforme-là. Et je pense que si la mobilisation des organisations syndicales, qui a été quand même assez exemplaire, encadrée, civique, nombreuses, respectueuses, portant des revendications. Alors ça, peut-être, ils ont plus des revendications peut-être un peu plus claires, mais en tout cas, quelque chose d'assez exemplaire en termes de mouvement social. Me semble-t-il, c'est trop tôt pour le dire, mais dans le temps, on verra que c'est pas complètement un échec, parce que même si on va devoir travailler plus longtemps, on va sans doute travailler plus longtemps autrement que comme le propose la réforme de 2023. Pas certain que les syndicats et leur soutien partagent votre avis, mais au moins il a été exprimé, Antoine Fouché. Sylvain Boulouc, la question subsidiaire, c'est qu'est-ce qui fait le succès d'un mouvement social ? Est-ce que c'est les résultats en matière de politique publique ? Est-ce que c'est l'impact médiatique, le nombre de personnes dans la rue ? À quoi on l'évalue ? Tout dépend du mouvement social. Si c'est un mouvement social, on va dire, offensif pour des augmentations de salaire, si vous arrivez à la sortie avec des augmentations de salaire, c'est une victoire. Si c'est un mouvement social défensif sur la réforme des retraites et que vous n'obtenez aucun résultat à la sortie, c'est une défaite. On est quand même... C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que ça. Alors après, il y a des compromis. Alors les compromis, ça peut être pas forcément une victoire complète, mais pas forcément une défaite complète. Donc on est toujours dans le principe d'un équilibre des forces et en fonction des moments, il y a tantôt des victoires, tantôt des défaites. Il est vrai que pour l'instant, depuis une vingtaine d'années, les mouvements sociaux ont plutôt essuyé, enfin même depuis 1995, les mouvements sociaux ont dans l'ensemble plutôt essuyé des défaites que acquis des victoires. Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion, de cet échange. Antoine Fouché, président de Quintet, essayiste, auteur de Sortir du travail qui ne paie plus, c'est aux éditions de l'Aube. Et Sylvain Boulouc, historien, spécialiste des mouvements sociaux. Vous avez signé l'ouvrage intitulé Meurtre, au pluriel, à la Grange-Aubel, quand les communistes flinguaient les anarchistes. C'est aux éditions du CERF et cela a paru en janvier dernier. Merci encore à vous deux d'être venus ce soir dans Question du soir.